Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec David Lisnard, qui est maire de Cannes, président de l'Association des maires de France et de Nouvelle Énergie. David Lisnard, bonjour. Bonjour. David Lisnard, vous revenez d'Ukraine. Vous revenez du Donbass. Vous êtes rentré dans la nuit de lundi à mardi. Vous êtes sans doute le seul homme politique français à être réellement allé sur le front. Pensez-vous, c'est une première question que je vous pose, pensez-vous que les Ukrainiens se sacrifient pour nous ? Je crois qu'ils se sacrifient pour l'Ukraine. Je le dis clairement. En tout cas, la population ukrainienne, très majoritaire pro-ukrainienne, parce qu'il y a aussi une partie, qui est, notamment dans l'Est, qui est pro-russe. Mais les Ukrainiens sont admirables, réellement, de résistance, de courage. Vous le voyez hors du front, quand vous allez à Lviv, à Unbroken, donc très loin du front, ce qui est fait en termes de réparation, parce que c'est le terme utilisé, des soldats, des victimes, des enfants qui reviennent des zones de guerre, des centaines d'amputés, les gens sont concentrés, sont très dignes, et puis sur le front, des militaires admirables. Je crois qu'ils se battent pour l'Ukraine, qu'il y a cette volonté de ne plus se laisser faire par la Russie. J'ai connu ce pays il y a une vingtaine d'années, il y avait déjà la mémoire de l'Holodomor, vous savez, le génocide des années 30. L'Ukraine, la Pologne, sont des pays qui ont une histoire très violente, très tourmentée avec la Russie. Et puis, ils ont conscience aussi que malgré les imperfections de l'Ukraine, qui est un pays où il y a de la corruption, etc., c'est une démocratie, et qu'aujourd'hui, le fait de se battre pour leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté, et pour la démocratie, leur apporte un supplément de vitalité et de courage qui doit un peu nous inspirer. Nous inspirer. Mais ils se battent pour nous, s'ils se battent pour la démocratie. Non, je vous dis ça parce que le débat est engagé depuis lundi. Je vais vous poser des questions à ce propos. Vous voyez où je veux en venir. Vous dites, il est temps de passer des discours aux actes. Oui, alors... Ça veut dire quoi ? Non, quand on dit ils se battent vraiment pour l'Ukraine, oui. Et leur discours se régénère par la défense de la démocratie. Premièrement. Deuxième élément, il faut bien comprendre aujourd'hui on est dans un entre-deux géopolitique, on est entre deux périodes, et qu'on ne sait pas ce qu'elle sera la prochaine période. Mais le déclin de l'Occident, qui a fait de nombreuses erreurs, dans le Levant, qui a eu une vision très variable du droit international, qui nous est très reproché, à juste titre d'ailleurs. Aujourd'hui, l'Occident est en fragilité. Mais que l'enjeu pour nous, c'est évidemment de défendre nos démocraties, qui sont attaquées de l'extérieur par des empires qui se reconstituent, et de l'intérieur par nos faiblesses morales. La Russie et l'Iran sont très soudés, très liés. S'ajoute la Chine, qui est un ennemi de la Russie, qui un jour attaquera la Sibérie, mais qui aujourd'hui, la Chine veut récupérer Taïwan, et donc il y a une alliance circonstancielle, un axe des empires, qui sont des dictatures, Iran, Russie, Chine. Vous avez la position ambiguë de l'ancien empire ottoman. Donc ce sont des empires dont on découvre à nouveau, il y a eu beaucoup de naïveté en Occident, qu'ils sont reptiliens, qu'ils sont expansionnistes, même quand ils ont un déclin démographique, comme la Russie. Et il y a une vision, la Russie, Poutine, certains le disaient fou, il n'est pas fou du tout. Il est très rationnel, mais il est déraisonnable. Parce que nous, on le confond parfois en Occident, mais les terres qu'il a conquises en Ukraine sont des terres à haut enjeu stratégique. Aujourd'hui, la Russie était importatrice de blé. Aujourd'hui, elle est exportatrice. Si la Russie nous vire d'Afrique, c'est là où il faut défendre nos intérêts et pas simplement être sur la posture morale. L'intérêt de la France, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Pourquoi on est mis hors d'Afrique ? Parce que la Russie, aujourd'hui, nourrit une partie de l'Afrique. C'est pas que Wagner, c'est le blé qu'ils ont pris aussi dans tout ce qu'on appelle les terres noires de Russie et d'Ukraine. Donc, nous devons retrouver la force morale, la force militaire, de défendre nos intérêts, ce qui ne veut pas dire nous laisser embarquer dans des escalades, y compris sémantiques, puisque c'était votre question. Oui, c'était ma question sur les propos d'Emmanuel Macron. Propos d'Emmanuel Macron très discutés, très commentés, très contestés, notamment par Joe Biden et Olaf Scholz. Mais d'un autre côté, je vais vous poser la question à l'envers. N'est-ce pas catastrophique de dire qu'on n'enverra jamais de troupes en Ukraine, comme l'ont fait Joe Biden et Olaf Scholz ? Joe Biden l'avait déjà dit il y a 2 ans. Oui. Et l'erreur, elle était là. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en diplomatie, les mots sont encore plus importants que dans tout autre domaine. Et que lorsqu'on brandit une menace potentielle et qu'on évoque l'ambiguïté stratégique, comme l'a fait Emmanuel Macron, et qu'on n'est pas en mesure
de concrétiser cette menace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, on a d'excellents soldats parmi les meilleurs au monde, mais nous n'avons pas les réserves de munitions pour envoyer notre armée. De toute façon, nous n'enverrons jamais de troupes. Mais ce on sont n'a pas des la capacité. conseillers. Sauf que la façon dont il le dit, il dit qu'il n'exclut rien. C'est ambigu. Et il ne faut jamais rien exclure. Mais quand vous dites, je le fais ou non, je vais essayer de l'ambiguïté stratégique. Déjà, vous n'êtes plus dans l'ambiguïté stratégique parce que ça ne s'évoque pas. C'est comme si vous disiez, si vous jouez au poker, vous dites, je bluffe. Hein. Voilà, je suis dans l'ambiguïté stratégique. Mais la dissuasion nucléaire doit être moi, ambiguë. Je trouve que l'initiative d'Emmanuel Macron était bonne. Je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas pris une initiative diplomatique positive de réunir les pays, de dire comment on définit des objectifs de guerre qui n'ont toujours pas été définis et quels moyens on met en face. En revanche, d'utiliser cette arme a obligé les autres pays à se positionner et pour le coup, il n'y a plus d'ambiguïté stratégique. Et donc, on a affaibli la position de l'Occident. Et là, la diplomatie, ça nécessite du professionnalisme. Et surtout, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. C'est une phrase de Bismarck. Donc aujourd'hui, l'urgence pour l'Ukraine, c'est d'envoyer des armes. C'est d'envoyer des armes. Déjà de les produire. Quand il exhorte l'industrie de l'armement à produire, mais pardonnez-moi, mais puisque ça s'appelle parler vrai, c'est un peu de la posture. Pourquoi ? Parce que c'est simple, il y a des producteurs, Arnaud Danjean, député européen, l'a très bien dit hier au Parlement européen, les producteurs, ce sont les industries. C'est eux qui produisent des armes. Mais il n'y a qu'une seule commande. C'est les États. Donc, il suffit pas de clamer depuis des mois et des mois, on se met en économie de guerre, il est temps de passer commande, et vous remarquerez que dans les 10 milliards d'économies qui ont été proposées, qui s'attaquent qu'aux muscles et pas à la Grèce administrative, eh bien, il y a une réduction de dépenses militaires. Donc, on peut pas jouer sur tous les tableaux. Alors, nous allons regarder de près ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer en Transnistrie, c'est à l'est de la Moldavie. Hein. Il va falloir être très attentif. Est-ce que, selon vous, la Russie est une menace directe et immédiate pour la France, comme le dit Gabriel Attal, face à Vladimir Poutine? Faut-il montrer sa force? Une menace, la Russie, pour la France? C'est une menace pour les démocraties. C'est une menace pour l'Europe. Oui, mais c'est une menace parce que il y a ces alliances que j'ai évoquées tout à l'heure avec l'Iran et qui est faible à l'intérieur, donc qui à un moment donné pourra tenter quelque chose pour se ressouder à l'intérieur, et avec la Chine. Et puis il y a ce concept de guerre hybride. Il s'agit pas d'être contre la Russie. La Russie est un grand peuple, une grande culture. Enfin, la question n'est pas là. Mais quand Vladimir Poutine nous traite de dégénérés, il ne faut pas qu'on lui donne l'occasion de nous penser dégénérés. Donc il s'agit de créer des rapports de force. Et le rapport de force le plus favorable aujourd'hui à l'Ukraine pour essayer de trouver une paix, une situation gelée, mais qui ne peut être que sur un rapport de force. Et donc il est temps, maintenant. Moi, je les ai vus. Hein. J'ai vu l'officier qui commande la 42e brigade motorisée sur le front du Donbass. C'est un équivalent de colonel. Et ce qu'il me demande, ce qu'il nous dit, c'est on a les munitions d'armes légères, etc. Mais il nous faut vraiment tout de suite des obus, tout de suite. Aujourd'hui, ils sont descendus à moins de 2500 obus par jour, alors que les Russes en envoient 20 000 par jour. Non plus. Il leur faut des drones. Ils perdent sur cette zone de combat 50 drones par jour, dont 10 drones d'observation. Si la Russie gagne ici, c'est un signe supplémentaire de faiblesse des démocraties. La démocratie ne doit pas être une faiblesse. Et si on ne crée pas les rapports de force qui nous permettent d'assurer notre paix future, et quand j'entends certains qui disent, y compris l'extrême droite, rien n'est pire que la guerre. Oui, la guerre, c'est dégueulasse, c'est affreux. C'est du sang, c'est de la douleur, c'est du deuil, c'est du métal, c'est sale. Sauf que la soumission, c'est peut-être pire. Et qu'on ne peut pas être souverain, se dire souverainiste en France et être contre... Vous pensez qu'LFI, qu'RN, aujourd'hui, sont soumis? Mais ils sont dans un irénisme, soit dans une logique de faux pacifisme, soit de complicité à l'égard de la Russie, qui, à mon avis, est très grave. Complicité à l'égard de la Russie. Est-ce que vous avez suivi politique, le discours? Oui, complicité politique. J'ai pas aimé la façon dont Gabriel Attal, parce que en fait, pourquoi j'ai pas aimé? Parce que c'est de la posture politique. C'était à l'Assemblée. D'abord, il fallait faire oublier quelques loupés, du salon de l'agriculture, puis diplomatique. Voilà. Et ensuite, il y a une espèce de volonté de surenchérir de résumer la vie politique à un conflit entre la Macronie et toutes ses nuances et le Rassemblement national. Et c'est la meilleure façon de faire monter le Rassemblement national. Donc je pense que c'est une erreur. Est-ce que vous avez suivi le discours de Yulia Navalnaya au Parlement européen? Non. C'est la veuve de Navalny qui a accusé Vladimir Poutine d'être le chef d'une organisation criminelle. Tout le monde a applaudi, sauf les députés du Rassemblement national. Ça illustre ce que je viens de vous dire. Ça illustre ce que ça vient de vous dire. Oui, bien sûr. Ce que vous venez de me dire. Alors, à propos, dernière question, puis je vais passer à autre chose, mais enfin, à propos des avoirs russes... C'est tellement majeur, c'est tellement essentiel. Oui. Voilà. À propos des avoirs russes,
gelés. Faut-il, il y a ça va être discuté à l'Assemblée nationale, faut-il les utiliser pour armer l'Ukraine? Proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous la voteriez? Je sais pas, il faudrait que je regarde en détail, mais pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est j'ai lu un grand papier ce matin d'un dissident russe brillant qui disait qu'on avait fait quelques erreurs, et notamment de ne pas essayer de récupérer tous les oligarques russes qui étaient en Occident, qui étaient prêts à être contre Poutine. Et qui aurait peut-être, c'est prêt à financer d'ailleurs la guerre en Ukraine. Et donc de tomber dans des postures morales, voire moralisatrices. Finalement, on s'est privé de soutien important d'une partie de la société russe, et on a conforté la position de Poutine en Russie. Vous étiez hier au Salon de l'Agriculture, vous avez croisé peut-être d'autres candidats à la présidence de la République. J'ai vu Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, vous avez peut-être croisé. Marine Le Pen. Laurent Wauquiez. J'ai vu Laurent Wauquiez. Oui, qui est le candidat d'Éric Ciotti. Pas de LR, mais d'Éric Ciotti. Nous voilà de retour en France. C'est ce qu'explique Xavier Bertrand, qui lui aussi est candidat, qui lui aussi était au salon, évidemment. Alors, avec Nouvelle Énergie... J'ai vu M. Roussel aussi, du Parti communiste, qui, je crois, est candidat. Voilà. Avec Nouvelle Énergie, vous êtes en train de préparer 2027, Oui, on se prépare. Hier soir, j'ai encore travaillé tard. On essaie de proposer un corpus d'idées, de propositions, de principes que j'aimerais voir dans l'offre politique, que vous allez défendre, et qui me pense être en adéquation avec les intérêts de la France. Que vous allez défendre en 2027. Que je vais défendre d'une façon ou d'une autre. Oui. Vous serez candidat. Non, c'est à chaque fois. Mais c'est toujours, c'est pas une coquetterie, si vous voulez. C'est pas un truc de politicien. C'est que à 3 ans d'une échéance, avec le fait que je suis entrant dans ce système-là, si vous voulez. Donc, c'est à moi aujourd'hui de construire, c'est comme on parlait de rapport de force, un rapport de force qui me permet de faire entendre mes propositions sur la retraite par capitalisation obligatoire, y compris pour les travailleurs pauvres. Je vais y venir, pour mettre un terme à cet égalitarisme scolaire par la carte scolaire qui est en train de sacrifier des classes populaires et des classes moyennes dans l'école publique, etc., etc. Je veux faire entendre cette voix. Oui, vous voulez imposer vos choix. Oui, bien sûr. En 2027, pour être le candidat de la droite. Il n'en faudra qu'un, d'ailleurs, non? C'est-à-dire que dans la figure aujourd'hui, on peut plus se permettre une primaire au premier tour. Il faut la faire avant, ou alors il faut qu'il y ait un candidat qui naturellement, ou une candidate émerge et tue le match. Aujourd'hui, personne ne tue le match. Inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, garantir la liberté à la femme d'avoir recours à une IVG, vous auriez voté? C'est un droit très précieux et très important. Il faut commencer par dire cela. Oui. Et si ce droit était menacé, il faudrait le défendre ardemment, et je serais premier à le défendre. C'est jamais des situations de vie faciles. Il faut les connaître, et les femmes qui sont exposées les connaissent encore plus que leurs compagnons qui peuvent y être exposés. Bon. C'est des situations très difficiles. Il faut défendre ce droit s'il est menacé. Aujourd'hui, il n'est pas menacé, pas du tout. Donc je pense qu'on est aussi là dans une espèce de posture morale, mais pour en avoir discuté, j'ai pas envie de fragiliser les parlementaires qui ont voté pour, si vous voulez, dont certains me disent qu'ils pourraient être menacés un jour. Je le crois pas vraiment, mais enfin, bon, voilà. Vous auriez voté? Je pense qu'on n'aurait pas dû en faire un objet politique aujourd'hui. Mais vous auriez voté ou pas? Je sais pas. Je pense que oui. Ouais. Vous pensez que oui? Ne serait-ce que pour pas perdre de temps à toujours se justifier, et pour qu'on puisse revenir aux problèmes essentiels. Alors, les problèmes de la perte de compétitivité du pays, de la sécurité, c'est aussi un problème essentiel, d'immigration non maîtrisée. Mais non, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Je suis désolé. Il n'y a jamais eu autant eu d'avortements, et aucun parti politique, aucun en France aujourd'hui, aucun ne s'oppose au droit à l'avortement. Aucun. Bien. David Lisnard, donc il y a beaucoup de postures morales faciles là-dedans. Bon, alors, dépassons les postures morales. Vous voulez, évidemment, mais Gabriel Attal dit la même chose. Supprimer des normes, supprimer les règles, supprimer les procédures. D'abord, vous êtes admirateur de Georges Pompidou, qui se battait contre cela. Et vous allez écrire un livre, d'ailleurs, je crois. Qui sera publié le 27 mars. Avec Christophe Tardieu, ça s'appellera Les leçons de Pompidou. Les leçons de Pompidou. Alors, que je recommande à tous vos auditeurs. Bon, tout le monde finalement tient le même discours maintenant. Alors d'abord, je suis ravi c'est une première bataille des idées, parce que vous lisez parfois dans le désert, ce que je pouvais produire ou dire il y a quelques années, et on nous traitait de populistes, selon Aujourd'hui, c'est repris dans les discours, mais comme toujours, vous savez, dans les gens qui nous dirigent aujourd'hui, c'est un peu des Bernard Lhermitte de la politique, qui se mettent dans la coquille des autres, mais ils font pas grand-chose. Donc je crains, je veux pas faire procès d'intention, j'espère que ça fonctionnera, mais
quand vous demandez à des gens qui sont d'un conformisme intellectuel majeur, qui sont des gens souvent bien formés, des gens bien, mais qui ont été formés pour produire de la règle, produire du processus, produire de la norme. C'est comme si vous demandiez aux dealers de faire le plan de lutte contre la drogue, quoi. Donc, je pense qu'ils vont parvenir à bureaucratiser la débureaucratisation. Vous verrez ce que je vous dis. Bien. Si vous êtes président de la République, vous avez 3 mesures à prendre. Oh, j'en ai plus que 3. Plus que 3, mais les premières mesures. Alors, première mesure, de faire de la débureaucratisation, de la simplification. C'est-à-dire, il faut réarmer l'appareil d'État. Oui. Donc, d'emblée, il faut que ce soit à l'Élysée et à Matignon, qui est au-dessus des ministres, pour tout de suite couper le robinet de la production des normes. Au moment où on se parle, il y a des normes nouvelles qui sortent pour contraindre les agriculteurs, alors qu'on dit le contraire. Au moment où nous nous parlons, vous avez encore 14 ou 15 réglementations sur la taille des haies. Vous avez encore l'impossibilité, contrairement aux engagements du président de la République et du Premier ministre, de curer un fossé quand vous êtes agriculteur. Donc, de couper le robinet. Tout de suite, vous pratiquez le spoil system. C'est-à-dire que vous donnez des objectifs très clairs à votre administration et les directeurs d'administration engageront leurs responsabilités individuelles. Vous créez de la responsabilité chez les managers publics pour créer de la performance publique. C'est-à-dire que sur des injonctions qui sont un peu contradictoires, comme dans tout management, comme dans toute entreprise. Donc des objectifs, comme dans une entreprise. Mais bien sûr. Mais comme on le fait dans une bonne collectivité bien tenue, comme on le fait dans une entreprise, évidemment. Et vous intéressez les fonctionnaires aux résultats. Vous leur dites comment on peut moins dépenser, comment on peut retrouver de la présence physique sur le terrain. On n'a jamais autant dépensé d'argent public qu'aujourd'hui. 58% de la richesse produite, entre 56 et 58%. Et on n'a jamais aussi peu eu d'agents sur le terrain. Pourquoi ? Parce que de même que trop d'impôts tue l'impôt, trop d'administration tue le service public. Donc, le tout, c'est de s'attaquer structurellement. Et puis, il faut lancer. Et puis, il y a d'autres domaines. Dans la sécurité, il faut tout de suite lancer le programme de réalisation 20 000 places de prison. Il faut tout de suite revoir le code pénal des mineurs pour engager la responsabilité des mineurs. Autrement, on n'arrivera jamais à lutter contre le deal qui est en train de gangréner même nos villages aujourd'hui. Bref, tout de suite, il faut engager un plan d'action qui va nous permettre de restaurer une éducation, une instruction publique de qualité, mettre de la liberté dans le système scolaire, de la responsabilité. Tout de suite, il faut aller beaucoup plus loin sur l'autonomie des universités, que ce soit la liberté universitaire de se financer comme l'on veut pour retrouver une ambition scientifique. Tout de suite, il faut lancer un vrai programme français-européen sur l'intelligence artificielle, massif. Tout de suite, il faut mettre l'INRAE au service des agriculteurs, puisqu'on en parlait de cela, et sur la recherche transgénique, et notamment transgénique. Bref, oui. Vous verrez qu'il n'y aura pas que 3 mesures, et il faudra les engager tout de suite. Bien, David Lisnard, Bruno Le Maire veut accélérer les négociations commerciales afin de mettre en place une taxation minimale des milliardaires. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est tellement démagogue. C'est tellement du technopopulisme. Alors tout le monde va dire c'est formidable. Vous remarquerez qu'on est toujours les champions pour produire et proposer de taxation. Pourquoi ça me dérange ? Ça me dérange parce que pendant qu'on produit, c'est comme le protectionnisme. Pourtant, le patrimoine des plus riches est envolé ces dernières années. Parce qu'il est trop taxé. Donc il s'est envolé à deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il a augmenté, mais il est aussi parti. Regardez aujourd'hui, on a un taux d'épargne très élevé en France. Cette épargne, elle est fléchée sur des fonds d'investissement qui sont anglo-saxons. Moi, je propose par la retraite par capitalisation obligatoire entre un filet de répartition et la liberté de capitalisation, que l'on ait un vrai fonds d'investissement français, souverain, BlaBlaCroc, français, voilà. Et ça, le problème, c'est que plus on crée des taxations comme ça, plus on imagine des protections artificielles comme le prix plancher, moins on se pose la question fondamentale, qui est celle de notre perte de compétitivité. Alors qu'on a tout pour être un grand pays compétitif, qu'on est créatif, qu'on est imaginatif. Mais comme on ne s'attaque pas à l'appareil d'État, à la dysfonction publique, notre État s'affaiblit sur ses fonctions de base et notre société est de moins en moins prospère. Prix plancher, donc tout ça, c'est de la démagogie. Vous êtes contre ? Mais bien sûr. Mais comment... On va... Aujourd'hui, notre agriculture, elle est exportatrice. Oui. Okay, donc les traités de libre-échange sont indispensables. Quand la réciprocité et les clauses miroirs y figurent, oui. Voilà, évidemment, ceux qui sont contre le libre-échange, c'est là aussi, c'est de la flatterie, c'est de la flagornerie. En revanche, il ne faut pas être niais, il ne faut pas être naïf quand il ne faut pas qu'on importe des produits qui ont des moyens de production irrespectueux de l'environnement, et alors qu'on interdit chez nous. Ça c'est évident. Mais en revanche, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a une agriculture française qui est exportatrice nette. Il n'y en a plus beaucoup des secteurs comme ça en France, qui exportent plus que ce qu'elle importe. Donc le tout, c'est de trouver la capacité de rendre notre agriculture plus puissante. C'est ça la meilleure des productions.
c'est la compétitivité. Et on nous dit on veut simplifier. Et on nous dit on va faire un prix plancher. Un prix plancher, c'est une usine à gaz administrative. C'est-à-dire qu'il va falloir, produit par produit, région par région, voir quel serait le bon produit plancher par des fonctionnaires qui connaîtraient mieux que le marché la valeur du produit. Donc on ajouterait de la norme et de la contrainte. Il faut sortir de toutes ces contradictions. Il faut arrêter d'essayer de flatter les opinions. Voilà. J'ai une dernière question, David Lisnard. Le gouvernement veut durcir les règles de l'assurance chômage. C'est indispensable? C'est une mesure qu'il faut prendre, oui. Oui. Oui, bien sûr. Comment? Bien sûr, pour... durée d'indemnisation décroissance de l'indemnisation. Dégressivité, oui. Dégressivité. Des indemnisations. Et puis, parallèlement, renforcer la vraie formation des personnes en difficulté et soutenir sur le terrain les personnes qui galèrent. Parce que il y a des gens en détresse, il y a des gens... Il y a plusieurs typologies de chômeurs, mais il y a des chômeurs aujourd'hui qui sont employables. La meilleure façon de retrouver le sens du travail, c'est de s'attaquer à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la matrice de la dysfonction publique, des surcharges administratives, du coût social excessif, et donc de permettre d'avoir un salaire net plus élevé. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est qu'on a un salaire brut parmi les plus élevés de l'Occident, et un salaire net qui devient des plus faibles de l'Europe. Entre les deux, il y a tout le magma technique, social et administratif. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Une réforme complète de la fonction publique? C'est indispensable. Indispensable. Avec quoi? Avec des fonctionnaires payés au mérite? Avec bien sûr, la fin des catégories A, B, C? Alors, il faut garder une fonction publique sur tout ce qui est régalien. Oui. Moi, je suis très attaché à un État fort sur le régalien. Et sur le reste, il y a des fonctions à externaliser. Et travailler avec les fonctionnaires eux-mêmes. Moi, beaucoup de fonctionnaires me rejoignent. Alors qu'au début, c'est un peu contre-intuitif. Beaucoup. Parce qu'ils en ont assez d'être moins bien payés qu'ailleurs, de coûter plus cher qu'ailleurs, et d'avoir... Il n'y a plus de sens dans les missions. La contradiction entre les services administratifs, la DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, qui va contredire et rendre impossible ce que dit la direction départementale de l'équipement, etc., qui va elle-même en contradiction avec les préfets. Donc tout ça, il faut que ça vole en éclats. Ça ne fonctionne pas. C'est inefficace. Ça bride notre industrie. Ça crée de l'injustice. Ça entretient des gens dans la pauvreté. Moi, je veux lutter contre la pauvreté par la création de richesses. Et puis, dernière chose, vous êtes président de l'Association des maires de France, un statut de l'élu. C'est indispensable. J'aime pas le terme de statut, oui, mais oui, des conditions d'exercice du mandat. Vous vous rendez compte que les maires qui engagent leurs responsabilités pénales tous les jours, qui bossent vraiment beaucoup. Il y a des exceptions, il y a des mauvais maires, il y en a qui bossent moins, comme dans une entreprise. Que aujourd'hui, la moitié des 35 000 maires de France ont une indemnité mensuelle inférieure à 1 100 €. Alors, ils ne demandent pas, c'est pas le premier sujet, mais au moins qu'on puisse bosser et retrouver de la capacité d'action. Et il faut revenir sur le non-cumul des mandats. Je pense que il y a un retour d'expérience qui fait que tout le monde peut être député sauf un maire, et que ça marchait. Les lois étaient quand même moins hors sol quand vous aviez des maires qui étaient à l'Assemblée. Et en plus, ça permettait d'avoir une démocratie qui respirait par le local, d'avoir des personnalités fortes à Paris. Vous voyez, c'était quand même... Regardez aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, il y a très peu de fortes personnalités. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Et ça manque. Le général de Gaulle... Les fortes personnalités sont les maires en France, non? Il y a certains maires qui sont, souvent, qui sont des gens de des élus locaux, territoriaux. Oui, parce que ce sont des praticiens. Oui. Parce que quand vous êtes au contact de la réalité des gens, vous pouvez pas vous contenter de postures et de... Alors, sauf peut-être dans certaines grandes villes, mais de postures et d'idéologie. Vous devez régler les problèmes. Donc ça forge le caractère, si vous voulez, évidemment. Merci David Lisnard. Merci d'être venu nous voir, 8h57. Qu'en pensez-vous? Allez-y, vous réagissez, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 9h.